Vous êtes le numéro 1. Allez-y. Bonjour, Monique Romont de Lille. D'abord, je voulais vous dire, je suis tout à fait enthousiasmée par votre appel d'offres parce que c'est vrai qu'il reflète à la fois le pragmatisme et la rigueur, et puis vraiment, il pose les bonnes questions. Mais j'ai une question par rapport à l'appel d'offres numéro 1, parce qu'on parle que d'alimentation. Et dans ces actions de promotion de la santé, maintenant, on a toujours, et pour le plaisir et le bien-être, on a toujours, et c'est pas Chantal Simon qui va me contredire, la balance alimentation et activité physique. Est-ce que vous le prenez en compte dans votre appel d'offres ? Donc, le fonds est un fonds français alimentation santé. Comme tu le sais, Monique, quand on a une hypothèse scientifique et qu'on veut démontrer que cette hypothèse scientifique tient la route, il ne faut pas mélanger trop de choses à la fois, parce qu'autrement on a du mal à faire la part des choses. Donc on vit en vie réelle, donc l'activité physique est un élément qui joue, mais l'objectif est vraiment de soutenir des appels à projets qui vont avoir une hypothèse scientifique, scientifiquement fondée, et qui visent vraiment les pratiques alimentaires, et de telle manière qu'on puisse ensuite en tirer des conclusions pour la généralisation, la reproductibilité et l'impact réel des stratégies qui ont été mises en place. Donc c'est vraiment l'objectif cette année, en tout cas, de cibler plus spécifiquement l'alimentation. Je pense que c'est un petit peu le projet phare en plus qui va démarrer ce fonds. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça, mais en tout cas cette année c'est le choix qui a été fait. Merci, c'est top. Merci beaucoup. Oui, Michel Crainte, Nantes. C'est un très beau projet, effectivement, et je pense qu'il arrive à point nommé, c'est-à-dire que finalement, il arrive au bout de 10 ans, effectivement, de tentative de convaincre le consommateur d'évoluer, et finalement, on s'est aperçu que finalement, les outils qu'on utilisait aujourd'hui n'étaient pas très efficaces et qu'il fallait en trouver d'autres. La question que je voudrais vous poser concerne le premier appel d'offres. Si on veut vraiment faire du multipartenariat, une étude d'intervention, vous proposez de 2 à 3 projets pour un budget de 1,2 million, c'est ça? Donc ça fait grosso modo une enveloppe de 400 à 600 000 euros. C'est peut-être un tout petit peu juste. Ça peut, vraiment, avec multi-intervenants. Quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour compléter? C'est-à-dire, est-ce que finalement il y a, je dirais, des fonds, des financements que vous ne souhaitez pas voir? Martine peut-être, ou Luc? Ouais. Luc? Je peux répondre, mais ça sera complété par mes collègues. Mais je pense qu'on est parti effectivement sur le fait de dire 3 projets. Je pense qu'on a tous dans la tête, s'il y a un seul projet qui nous paraît être au-dessus des autres, on est prêt à mettre le 1,2 million sur un seul projet. Donc ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe. Donc pour répondre à ta question, Michel, je vais être un peu normand, c'est-à-dire que ça peut être effectivement un seul projet, et à ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin de trouver un cofinancement. Si on va vers 2 ou 3 projets, effectivement, et des sommes qui soient de 400 à 600 000 euros, on peut très bien imaginer que ça s'agrège à des projets type ANR, type des projets hospitaliers, etc., etc. Enfin, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de limitation majeure par rapport à ça. Oui, je pense qu'on n'a rien contre l'existence de cofinancement. S'il y avait déjà des cofinancements, c'est pas gênant. Et même s'il y a une entreprise qui est très motivée et qui souhaite faire un cofinancement à ce financement, je ne pense pas que trahir la pensée des pôles en disant que ça sera accepté. Le seul point, peut-être aussi pour répondre quand même à ta question, c'est qu'on souhaite des projets innovants. Donc l'objectif n'est pas de financer quelque chose qui est déjà en cours, et donc on veut vraiment des nouvelles stratégies, quelque chose qui a été pensé dès le départ comme on l'a présenté aujourd'hui, quoi, je veux dire. Hein. Donc les financements peuvent venir s'associer, mais ça ne vient pas pour financer quelque chose qui est déjà en cours, quoi. En gros, c'est ça. Pour revenir juste sur l'intro, si on me laisse la parole, je crois que le PNNS
a été extrêmement important pendant ces 10 dernières années. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été efficace. C'est hyper important qu'il y ait eu justement toute cette sensibilisation pendant les 10 années, etc. Et que s'il n'y avait pas ça, on a bien vu, hein, on a un modèle qui fait intervenir à la fois l'individu et l'environnement, mais si on ne touche pas aussi l'individu par l'information, et y compris un relais de l'information au niveau national, on n'a pas d'efficacité non plus. Et ça, c'est des choses qu'on a bien montrées dans ECAPS notamment. Ce qu'on sait simplement aujourd'hui, c'est que parce qu'on a ça, maintenant, on peut espérer aller un petit peu plus loin et qu'il faut des stratégies complémentaires qui soient associées à ça. Mathieu de Lavarre, je suis sociologue du Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux 2, IEP de Bordeaux. Donc je ne reviens pas sur la qualité de l'appel d'offres, ça a été souligné par les deux interventions précédentes. En fait, moi j'ai 3 questions. D'abord une question très générale donc sur l'appel d'offres sur l'axe 1. À partir du moment où l'idée, c'est une participation des acteurs de terrain, donc qui entreprennent les actions et des chercheurs, est-ce que la dimension participative, et je dirais même jusqu'à dire réflexive, entre les chercheurs d'un côté et d'autre part les acteurs de terrain, est quelque chose qu'il faut prendre en compte ou qui est totalement à exclure? Et je m'explique pourquoi. Parce que tout simplement, ça engage une complexité un petit peu plus forte. C'est-à-dire à partir du moment où on est dans la réflexivité, s'il y a une écoute réelle entre les chercheurs et les acteurs de terrain, ça veut dire que l'hypothèse et l'action peut se transformer en cours d'action. Donc ça, c'était ma première question. Ensuite, j'avais 2 questions beaucoup plus concrètes. La première, quelles doivent être l'échelle des projets? Est-ce que c'est une échelle nationale? Est-ce qu'on peut être sur des échelles plus régionales ou interrégionales? Est-ce que c'est une possibilité? Et enfin, en termes de coordination, à partir du moment où on est dans la pluridisciplinarité, dans plusieurs localisations géographiques, est-ce que c'est un handicap que les coordinateurs soient des jeunes chercheurs, ou il faut absolument des coordinateurs, je dirais, seniors, qui ont une expérience forte? Voilà mes 3 questions. Et une petite remarque sur l'axe 2, sur le plaisir. On n'a absolument pas abordé la question sociale et culturelle du plaisir. C'est un choix délibéré. Voilà. Sur l'aspect réflexibilité, je pense que évolution du projet en cours, je ne pense pas que ça soit souhaitable, hein, puisqu'on souhaite avoir une hypothèse fixée. Donc qu'il y ait des discussions d'amont pour fixer le projet, mais une fois qu'il est fixé, on souhaite rester dans cette démarche. On sait que les sciences humaines et sociales ont parfois d'autres processus. Là, on souhaite caler quand même une démarche expérimentale sur le projet. Mais ça n'empêche pas que potentiellement dans le projet lui-même, il y ait par exemple une petite phase pilote de preuve de concept et qui, elle, pourra justement permettre cette réflexivité. Mais il est clair que derrière, on veut quand même une évaluation et on veut évaluer une stratégie d'intervention sur un temps qui est de 2 à 3 ans. Donc on ne peut pas se permettre de trop changer la route quand même. Sur l'échelle, alors vraiment, l'échelle, c'est celle que vous souhaitez. Ça peut tout à fait être une collectivité, ça peut être au niveau régional, interrégional, au niveau national, mais c'est sur le territoire français. Ça, c'est l'élément important. Hein. Mais on peut très bien imaginer qu'il n'y ait pas une échelle extrêmement grande. Simplement, on est dans des conditions où on est quand même réplicable et éventuellement généralisable dans un deuxième temps. Hein. Et par rapport à votre 3e question, moi je répondrai qu'effectivement on a essayé de focaliser sur les mécanismes plutôt biologiques que socio-culturels, ce qui n'empêche que dans la 2e partie où on a mis qu'on serait intéressé aussi par les projets sur les méthodologies pour mieux définir ce que c'est que le plaisir chez l'homme, s'il y a une dimension sociale et culturelle dans cette partie-là, méthodologique, développement de nouveaux outils, etc., c'est tout à fait à prendre en compte. Il y avait la question sur le porteur de projet, jeune ou pas jeune. Je veux dire, les projets ne seront pas sélectionnés sur le CV du porteur, mais la faisabilité. Et parfois, pour faire une coordination assez complexe comme c'est demandé, il est peut-être nécessaire quand même que la personne qu'on voit dans la faisabilité, qu'il ait l'expérience de manager des choses complexes. Et les plus jeunes l'ont peut-être moins que les plus vieux, mais ça reste à démontrer. Donc,
Marie-Aline Charles, donc je suis épidémiologiste à l'INSERM. Bravo pour lancer cet appel à projet et ces appels à projet, en particulier pour l'axe 1. J'ai juste une réflexion, c'est que si vous cherchez des projets qui sont très innovants, multidisciplinaires, déjà, tu l'as souligné, Martine, quelques mois pour les concevoir, c'est court, mais 3 ans pour aller jusqu'au résultat, c'est aussi extrêmement court, puisqu'il va y avoir une complexité de la mise en œuvre, etc. Donc, est-ce que dans votre calendrier du projet, vous imaginez qu'il faut aller jusqu'à vraiment l'évaluation du résultat, ou est-ce que, en tout cas, vous pouvez imaginer que ça en est dans une première phase qui va aller jusqu'à la mise en œuvre, l'évaluation que la mise en œuvre est bien possible et efficace, parce que j'ai un peu de mal, enfin ça va dépendre bien sûr de ce que vous avez comme hypothèse, mais je pense qu'il faut, ou en tout cas imaginer que puisse y avoir une prolongation du financement pour aller jusqu'au bout du résultat. Bon, on est vraiment tout à fait conscient de ça. Donc l'idée était quand même de lancer quelque chose qui soit pas dans le 10 ans, quoi. Je veux dire, l'idée c'était quand même d'avoir au moins des résultats qui puissent sortir dans les 2 à 3 années qui viennent. Alors on peut rentrer dans le projet de 2 façons pour répondre à la question. Ça peut être soit parce qu'on a une hypothèse qu'on va tester avec une moins grande ampleur. Donc ça répond aussi, ça rejoint un peu la question qui était posée tout à l'heure. Il est clair que si on veut lancer un projet national, en 3 ans, des résultats, j'y crois pas du tout. Et puis ensuite, on peut très bien avoir des évaluations ce qu'on souhaite, c'est avoir vraiment des évaluations, mais on peut très bien, si l'hypothèse scientifique est bien fondée, puis qu'elle repose sur des arguments forts, on sait bien que l'évaluation ne se fera pas obligatoirement, par exemple, sur la mortalité cardiovasculaire. Si je peux rajouter une chose, parce qu'on en a discuté un tout petit peu dans le conseil scientifique de ces questions-là. L'idée, c'est qu'au niveau du projet, la préoccupation de l'évaluation soit déjà présente et fort claire. Pas de questions de recherche complètement in abstracto, il faut qu'on sache ce que va être l'impact. Un autre aspect dont on avait discuté, c'est qu'il est probablement souhaitable que l'évaluation soit effectuée par une équipe indépendante. Donc ça règle probablement la question et du délai et du financement. Oui, mais je pense quand même qu'on privilégiera éventuellement des projets plus petits, plus ponctuels, qui puissent répondre dans les délais, quand même. Puisqu'il y a quand même une volonté, ne serait-ce que pour le fonds, d'avoir des résultats et de justifier l'argent qui a été mis. Si on veut que nos généreux donateurs soient convaincus de l'efficacité, on est obligé de tenir compte de cette notion de temps, quitte à avoir des questions peut-être plus ponctuelles, mais dans cette démarche-là. Ou des indicateurs plus en amont, quoi. Parce qu'on sait bien comment on amène. Moi, j'ai fait le plein des questions là pour le moment. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Allez-y. Bonjour, ça marche, oui. Bonjour, bravo également. Caroline Desplat de la société Kellogg's. Moi, je viendrai sur l'appel à projet numéro 3 qui est relatif à l'information et le choix des consommateurs. Donc c'est une superbe initiative. Simplement, je me posais la question de savoir si et comment ceci se mettra en cohérence avec d'autres initiatives assez innovantes d'ailleurs qui sont aussi en train de se mettre en œuvre en France, qui vont démarrer dans quelques jours. L'une d'elles, c'est l'information environnementale dans le cadre du Grenelle. On a trait là à l'environnement, mais comment on ne perd pas le consommateur dans la multiplicité des signaux, in fine, sur son alimentation. Et le deuxième, c'est plus sur le canal GS1, qui est un support aussi qui vise à éclairer le consommateur dans ses choix nutritionnels. Donc comment le projet qui verra le jour sera bien en cohérence avec tout ça pour ne pas perdre au final le citoyen, le consommateur, voire nous, entreprises, dans la gestion de tous ces projets-là. C'est moi qui vais le prendre parce que c'est un sujet qui est effectivement très sensible. Je crois que ce projet vise justement à nous éclairer, on va dire, l'ensemble des interprofessions, des acteurs économiques sur quelles sont les solutions existantes, et celles que vous avez citées existent, et on est aussi pilote sur l'un ou l'autre de ces projets, en particulier en matière environnementale. Et quel est l'impact de ces nouvelles techniques ou de ces nouvelles technologies ou de ces nouvelles manières d'informer le consommateur sur leur comportement. Donc là, on est en amont. On n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de valider la faisabilité technique d'un GS1. On est en train de mesurer
l'impact d'un système de guidage et l'évolution du comportement du consommateur. Donc je dirais par rapport à cette question, on est en amont, hein, et si je fais un parallèle avec par exemple le projet d'information environnementale piloté par GS1, là on dit bon ben c'est ça la solution, on va le faire, on verra bien quel est le résultat. Bon ben là on est en amont, on va imaginer des systèmes de guidage et mesurer leurs résultats. Et si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on est capable de dire dans nos interprofessions ou aux autorités publiques, politiques, réglementaires, voilà, là il y a quelque chose d'intéressant quand on passe l'information de cette manière-là, avec cette modalité-là, on a telle évolution du comportement, je pense qu'on aura fait avancer la science. Encore une fois, on est vraiment dans la même démarche que dans le premier appel, où on dit, plutôt que de lancer les choses puis de regarder ce que ça donne, évaluons et puis testons-les dans des conditions réelles qui prennent en compte justement tout ce à quoi vous faites allusion et qui ne soient pas testés indépendamment de tout ça. Et si je prends peut-être un peu de recul, une deuxième réponse à la question précédente, je pense que ce qui est important dans ce fonds, c'est de créer un savoir qui donne envie à l'ensemble des participants, hein, qu'ils soient dans la communauté scientifique, dans la communauté économique, et d'aller en chercher plus et d'investir plus. Hein. Donc l'importance d'avoir des résultats dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas seulement parce qu'il y a une impatience de tel ou tel acteur, c'est cette envie qu'on a de créer plus d'envie et plus de projets pour avoir plus de financement pour faire avancer la science. Donc on passe d'une modalité où on dit tiens, on va passer l'information environnementale de telle manière à une modalité où on dit si on passe l'information nutritionnelle de telle autre manière, à imaginer, on a plus d'impact. Donc c'est plus intéressant. Dominique Parent-Massin, professeur de toxicologie alimentaire. Alors, je reviens encore sur ma discipline qui est souvent un petit peu oubliée dans ces domaines-là. Moi, je me réjouis vraiment de ce Fonds français alimentation santé, mais une fois de plus, les projets en toxicologie alimentaire et particulièrement en contaminants alimentaires qui manquent de données in vivo chez l'animal ne sont jamais pris en compte par l'ANR parce que pas assez mécanistique, puisqu'aujourd'hui il faut faire de la mécanistique pure et dure pour être financé en toxicologie. Et pourtant, le manque de données en toxicologie alimentaire chez l'animal pénalise les industriels puisque le réglementaire impose des normes extrêmement sévères compte tenu de l'absence de ceci. Alors, dans quelle mesure des projets, par exemple, sur les toxines qu'on trouve dans les coquillages, qui pénalisent énormément la filière des ostréiculteurs, pourraient rentrer dans ce type d'appel à projet, ou avez-vous prévu pour les années suivantes des appels à projets qui pourront enfin faire avancer et protéger un petit peu les industriels de cette absence de données, cette absence de projets financés? Je peux faire une première réponse et puis Martine complétera peut-être, mais je pense que comme dans tous les appels d'offres, effectivement, et vous l'avez bien compris, il s'agissait ici d'être le premier appel d'offres du fonds, donc d'être un peu exemplaire et d'avoir des choses un petit peu phares, donc ce qui ne veut pas dire que la toxicologie n'est pas phare. On a été obligé effectivement de faire des choix. Ces choix, Martine l'a bien expliqué, sont faits pour la première année. Ce qui sera fait pour les années suivantes, on ne peut pas savoir ce qui va être décidé par les différents pôles. On a discuté, je parle du pôle recherche que j'anime avec mon voisin, on a discuté effectivement des différentes thématiques. Et il y en avait 3 ou 4, dont des thématiques pas loin de la toxico qui apparaissaient. On a fait ce choix-là pour la première année. Voilà, ça veut dire que les années suivantes, on fera d'autres choix. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de choses ouvertes. Ce que je souhaite, moi, là on a démarré, on voulait aller vite, être exemplaire. Ce que je souhaiterais dans les années qui viennent, c'est qu'il y ait bien des synergies entre le pôle débat qui va lancer des débats avec la société et va faire ressortir un certain nombre de problèmes, dont celui-là, qui pourra être débattu avec des conférences et qui permettra de voir quels sont les champs non couverts par les autres appels d'offres et des champs d'intérêt pour l'intérêt commun, industriel, académique, et que là, ça aidera à générer les projets. Je pense qu'à terme, on veut fonctionner comme ça, c'est-à-dire 6 mois de l'année avec des conférences, des débats, des séminaires qui vont nourrir une réflexion, qui aboutiront aux nouveaux appels d'offres. Je pense que comme ça sera complet et que les champs d'intérêt non couverts, c'est ce qu'on cherche à faire par les autres appels d'offres, pourront ainsi être abondés. Y a-t-il encore des questions rentrées
quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer? Le fond est ouvert. Allez-y. Bonjour, je suis Dorothée Rieux, je dirige la société Mediamento. Je voulais juste savoir justement si l'aspect cognitif allait rentrer en jeu dans tout ce qui est dans quel type de projet parmi les 3 thématiques est-ce que l'aspect cognitif serait le plus primordial et voilà, c'est principalement ça ma question. Luc? Très clairement, on peut imaginer que dans l'appel d'offres plaisir, l'aspect cognitif est important. Donc il y aura certainement, ou j'espère, des propositions qui iront dans ce sens-là. Après, dans l'appel d'offres numéro 1, pourquoi pas, mais ça va dépendre de l'hypothèse effectivement à tester. Pas peut-être forcément justement là, du coup, dans une manière de recherche, mais plus d'évaluation en termes de gendarmes, entre guillemets, pour voir l'impact réel. Mais on a bien insisté sur le fait qu'il fallait une hypothèse forte de recherche. Et effectivement, oui, après que l'évaluation arrive et que vous puissiez, ou les compétences que vous avez puissent rentrer dans ce type d'appel d'offres, pourquoi pas, hein, faire marcher vos réseaux à ce moment-là. Y a-t-il d'autres questions? Donc, oui, non, une fois, 2 fois. Voilà, donc nous finissons un tout petit peu en avance. Martine, vas-y. Tu peux conclure, peut-être, oui. Je voudrais juste conclure, bien sûr pour remercier l'audience et ses questions, mais pour remercier les pôles qui ont dû travailler un petit peu dans l'urgence parce qu'on tenait à tout prix à sortir cet appel d'offres à cette date-là, qu'on avait eu quelques autres préoccupations administratives que vous savez qui nous ont empêchés de commencer à travailler dans la sérénité plus tôt. Et donc je veux remercier les pôles pour le travail exceptionnel, plus bien sûr toute l'équipe de direction, bien sûr Daniel Nero qui vraiment donne beaucoup à ce fonds et sans lui je crois qu'on aurait des difficultés à avoir un appel d'offres aussi généreusement doté, mais bien sûr aussi toute son équipe, Constance, Florence, Patricia et Sabine qui ont énormément travaillé ces derniers jours pour qu'on soit à temps aujourd'hui avec un site internet fonctionnel et je pense un appel d'offres digne de ce nom. Donc je tiens à remercier tout le monde et à vous remercier aussi. Merci d'être là. Merci.